So, good afternoon to all of you. Let's start. So, Excellencies, dear ministers, and distinguished delegate, this is an honor and a pleasure for me to welcome you here at the UN Climate Change Global Innovation Hub Dialogue. My name is Masamba Choi. I'm the project executive of the UN Climate Change Global Innovation Hub, an initiative of the UNFCCC Secretariat launched at COP21 in Glasgow with a one-fold vision: how innovation can be used to provide flourishing life to the many people while keeping human activities within the planetary boundaries. And a twofold mission: how can we contribute to accelerating the deployment of existing climate and sustainability solutions, particularly by making them more accessible to the global south, and how can we contribute to the development of the missing solution. And we have 4 workspaces. The first workspace is what we call Systemic Innovation Workshop, where we invite cities and government to come and share their vision of the future. What is the future that they would like to build for their citizens? And then the Systemic Innovation Workshop turns that vision into challenge and global innovation project. And we have a second space where this global innovation project are worked on by a broad range of stakeholders, including policymakers, financiers, research centers, tech companies, as well as entities working on the culture and the creative industry. And they work on this global innovation project to turn them into concrete solutions. And then a third space is this dialogue, the UN Climate Change Global Innovation Hub dialogue that we are organizing at each COP. And finally, we have a fourth workspace, which is a digital platform that facilitates connection between the needs in terms of climate and sustainability solution and the supply of climate and sustainability solution. So we have a network of a broad range of organizations, including tech companies, including financial, including research centers, university, and our key, let's say, focus is the development of solutions that can serve the many people, particularly in the global south. So we know that water is extremely important for development, and this is why we are very pleased to have here OMVS, and we are very pleased to host this very important session on climate change and how it can facilitate collaboration around the Basin River, the basin of the Senegalese River. So without further ado, I will hand over the floor to Nitin, who is the MOC for this session. And I would like to, again, welcome all of you. And we expect to have very insightful outcome from this session. Thank you. Thank you, Masamba, for giving the opening remarks and informing about the work of UGIH. I would now like to invite Mr. Mamadou Bangura, who is the OMVS Deputy High Commissioner, to introduce the distinguished speakers today and to moderate this particular session on strengthening
resilience of transboundary river basin. Merci beaucoup. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire exécutif du Fonds d'équipement des Nations Unies, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous transmettre les salutations de Son Excellence M. Mohamed Abdelveda, haut commissaire de l'OMVS, qui n'a pas pu faire le déplacement de Bakou pour des raisons indépendantes de sa volonté. Qu'il me soit permis de remercier le Parlement de l'innovation de la Convention climat des Nations Unies que dirige M. Massamba Choi pour l'opportunité qui nous est offerte à l'occasion de la COP 29 pour porter un regard sur le bassin du fleuve Sénégal. Mesdames et Messieurs, le changement climatique représente une menace majeure pour les bassins transfrontaliers, en particulier ceux du continent africain. Le phénomène, tel que les sécheresses prolongées, les inondations et les variations imprévisibles des précipitations ont des répercussions directes sur la disponibilité de l'eau, de l'agriculture, la sécheresse, la sécurité alimentaire et les écosystèmes. Cependant, ces défis peuvent aussi être vus comme une opportunité pour renforcer la résilience du système de gestion de l'eau et encourager une coopération transfrontalière plus solide et plus rapide. Depuis sa création en 1972, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal a su développer des mécanismes de gouvernance uniques en favorisant la coopération et la solidarité entre les États membres pour une gestion intégrée des ressources en eau du bassin du fleuve Sénégal. Nos projets d'aménagement, tels que les barrages multi-usages, sont conçus pour réguler le régime du fleuve et minimiser les impacts des extrêmes climatiques, comme les inondations, les sécheresses, tout en soutenant les besoins énergétiques, agricoles, domestiques de nos populations. Nous avons récemment adopté des approches novatrices pour renforcer notre résilience, notamment à travers des programmes d'agriculture durable et de restauration des écosystèmes qui protègent la biodiversité du bassin. L'OMVS a également intégré des technologies numériques pour le suivi hydrologique en temps réel, améliorant notre capacité à anticiper et à répondre aux événements climatiques extrêmes. Ces efforts témoignent de notre engagement à promouvoir un développement durable et résilient, en harmonie avec les objectifs climatiques mondiaux. Ensemble, avec le soutien de la communauté internationale, nous pouvons amplifier l'impact de ces innovations et assurer un avenir prospère pour des millions de personnes qui dépendent du fleuve Sénégal. Par ailleurs, nous sommes convaincus que l'innovation sous toutes ses formes, technologiques, politiques, financières et sociales, est essentielle pour relever les défis globaux de notre temps. Nous avons tous un rôle à jouer pour bâtir un avenir prospère et résilient, où les besoins de base sont satisfaits dans le respect de notre environnement
et des générations futures. C'est pourquoi nous travaillons main dans la main avec nos partenaires pour transformer les défis climatiques en opportunités durables et pour faire progresser nos communautés vers une gestion plus durable et inclusive de nos ressources naturelles. C'est pourquoi nous proposons cette session de haut niveau lors de cette COP29 en collaboration avec la plateforme de l'innovation de la Convention climat des Nations Unies, avec à sa tête M. Choi, que nous remercions vivement pour aborder comment les changements climatiques, bien que source de vulnérabilité, peuvent aussi catalyser des solutions innovantes pour améliorer la résilience des bassins fluviaux transfrontaliers. Pour parler de ces différents aspects, nous avons eu l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui, ici, un panel de très haut niveau, composé de Son Excellence Madame Diamy Diallo, ministre de l'Environnement et du Développement durable de la République de Guinée, Son Excellence Monsieur Mamadou Samaké, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable de la République du Mali, Son Excellence, représenté ici par son premier conseiller, le ministre de l'Énergie de la Mauritanie n'a pas pu se joindre à nous, il est appelé à autre chose. Il est remplacé à cette occasion par M. Mamadou Kane, qui est son premier conseiller. Son Excellence, M. Daouda Ngom, ministre de l'Environnement et de la Transition écologique de la République du Sénégal. M. Pradip Kouroukou Lazouria, secrétaire exécutif du Fonds d'équipement des Nations Unies. Et M. Massamba Choi, chef de projet Centre mondial d'innovation sur les changements climatiques des Nations Unies. Sans plus tarder, il me revient l'honneur d'inviter les personnalités que je viens de citer tantôt, messieurs les ministres et monsieur le secrétaire exécutif, à vous joindre à moi sur ce plateau, afin qu'on puisse échanger, engager un échange fructueux afin d'explorer des approches innovantes sur comment transformer ces défis en opportunités. Monsieur le ministre, monsieur le conseiller. Encore une fois, merci d'être venu honorer à notre invitation. Madame la ministre, à tout seigneur, tout honneur, vous êtes l'unique femme entre les hommes, donc l'honneur vous revient de commencer ce débat. Madame la ministre, le massif du Fouta Djallon, appelé communément le château d'eau de l'Afrique occidentale, où prennent naissance tous les grands fleuves de notre région, est un écosystème fragile et de plus en plus dégradé aujourd'hui. Pouvez-vous nous en faire part des initiatives mises en place pour protéger ce bijou qui est pour toute l'Afrique? Bonjour à tous, je vous remercie pour l'invitation pour me permettre d'aborder un sujet d'une grande importance pour la République de Guinée et pour l'ensemble de la sous-région ouest africaine, à savoir la nécessité de préservation du massif du Fouta Djallon. Vous l'avez dit, grâce au massif du Fouta Djallon, la République de Guinée abrite les têtes de source de 13 grands cours d'eau internationaux
et d'importantes ressources hydriques, faisant d'elle le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Avec une superficie de près de 82 000 km² et une altitude moyenne de 1000 mètres, le massif est sillonné par de nombreux cours d'eau et comprend les têtes de source des plus importants bassins transfrontaliers de la région ouest africaine. Il s'agit notamment du fleuve Gambie, Sénégal et Niger. L'Afrique de l'Ouest n'échappe pas au phénomène du changement climatique et aux nombreux dérèglements qui en découlent. Parmi ces dérèglements, on peut citer l'augmentation générale des températures moyennes et la baisse des précipitations moyennes annuelles. Cela engendre des épisodes de sécheresse qui sont de plus en plus récurrents. Également, la modification du régime des pluies qui se traduit par un changement dans leur fréquence, leur répartition, mais surtout dans leur intensité, avec des précipitations de plus en plus violentes et des inondations qui se multiplient en Guinée. Ces phénomènes conjugués avec les actions anthropiques entraînent une dégradation importante des ressources en eau des sols dans le massif du Fouta Djallon. Ils contribuent à en diminuer la valeur en tant que réservoir d'eau, de biodiversité endémique et de potentiel bioproductif pour l'environnement de la sous-région. Et les conséquences sont multiples. D'abord, la destruction du couvert végétal qui entraîne une diminution considérable du pouvoir tampon des peuplements végétaux et la perte d'habitat pour la faune. Mais également la réduction des écoulements profonds au profit du ruissellement, entraînant des crues exceptionnelles, le tarissement des sources et l'accélération de l'ensablement des cours d'eau et des têtes de source. Mais également l'intensification de l'érosion des sols entraînant la baisse de fertilité qui est liée à la disparition rapide de la matière organique et le décapage des sols meubles par les eaux de ruissellement. Et en réalité, si rien n'est fait d'ici 10 ans, les cours d'eau qui prennent leur source dans le massif pourraient s'assécher et les sols s'appauvrir, avec des conséquences catastrophiques pour l'ensemble des pays de la sous-région, dont notamment le déplacement des populations dans les zones les plus touchées, des conflits intercommunautaires et la multiplication des cas de famine. Des actions concrètes sont initiées sur le terrain. Il s'agit notamment de la mise en œuvre de projets d'adaptation aux effets du changement climatique et de gestion durable des ressources naturelles, dont le projet de gestion des ressources naturelles dans le paysage de Bafin-Falémé sur un financement du GEF avec le PNUD, et dont les résultats ont permis la création d'éco-villages et la diversification des activités génératrices de revenus, la mise en défense d'hectares de forêt et la vulgarisation des foyers améliorés et des mesures de restauration des terres. Nous avons également procédé à la création du Parc national du Moyen Bafing en tant que offset de compensation des habitats des chimpanzés par les sociétés minières GAC et CBG, mais également l'initiation récente du projet Femmes Pro-Forêt qui combine la promotion de solutions basées sur la nature et la prise en compte du genre sur financement canadien. Nous procédons également au reboisement des terres dégradées, essentiellement le long des berges des cours d'eau, et la suspension de la coupe de bois pendant presque 6 mois cette année, et la mise en place de réformes majeures en cours pour la rationalisation et l'exploitation forestière et la réduction de la carbonisation. En termes de perspective, dans le cadre de l'atteinte des cibles volontaires de la neutralité en matière de dégradation des terres en Guinée à l'horizon 2030, un projet transformateur est en cours de préparation. Il s'agit du projet Adaptation au changement climatique dans les bassins du massif du Fouta Djallon, grâce à la gestion intégrée des ressources naturelles et à des solutions fondées sur la nature. Ce projet doit œuvrer à la restauration des terres, au reboisement des berges et des têtes de source et permettre un développement agro-sylvopastoral durable des communautés. J'invite donc tous les partenaires techniques et financiers à accompagner ce projet intégrateur qui facilite l'accroissement de la résilience de l'écosystème du massif et des communautés aux effets du changement climatique, la lutte contre la dégradation des terres, la préservation des ressources en eau, la conservation de la biodiversité et la lutte contre la pauvreté. Il est à noter que récemment, la Guinée, la CEDEAO, l'ONU Sahel et la FAO ont lancé un plaidoyer conjoint en faveur de la restauration et la protection du massif du Fouta Djallon.
Et je voudrais, au nom de mon gouvernement, porter ce plaidoyer au niveau de ce forum mondial. Des efforts conjoints de la communauté internationale sont absolument nécessaires pour la restauration de ce massif dont le rôle est essentiel dans la préservation des ressources en eau dans un contexte de changement climatique. Et ce plaidoyer doit être porté aussi par les organismes de bassin, dont l'OMVS pour le Sénégal, l'OMVG pour le fleuve Gambie ou l'ABN pour le Niger. Et c'est en s'inscrivant dans cette dynamique que le gouvernement guinéen travaille à inscrire le massif du Fouta Djallon sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, marquant la volonté de notre pays à assurer le leadership dans l'initiative régionale de mobilisation internationale pour la restauration de ce site d'importance qui est le véritable château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons déjà initié les démarches auprès de l'UNESCO et de l'UICN pour entamer le processus de cette inscription. Et pour conclure, parce que les bassins fluviaux transfrontaliers prennent leur source dans le massif du Fouta Djallon et concentrent l'essentiel de la vie dans l'Ouest africain, il est essentiel d'apporter une réponse forte aux graves menaces qui pèsent sur ces écosystèmes. Et pour ce faire, il faut briser le cercle vicieux de dégradation en chaîne et le transformer en cercle vertueux. Dans la mise en œuvre de ces mesures, une action concertée est indispensable entre tous les acteurs, particulièrement les gouvernements des pays concernés. L'interdépendance des écosystèmes de l'amont à l'aval des bassins fait que tous les pays sont intéressés par le résultat global, à savoir une meilleure alimentation en eau et une plus grande régularité du régime des fleuves et cours d'eau qui traversent ces bassins. Et enfin, il y a lieu de travailler à plusieurs niveaux, que ce soit sur le plan institutionnel, international, national ou local, pour avoir un impact bénéfique sur ces espaces. Il faut s'appuyer sur des coalitions et des plateformes de coopération et impliquer nécessairement les communautés locales. Et pour ce faire, les organismes de bassin ont un rôle essentiel à jouer pour l'action et la mobilisation des financements. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame le ministre, de tous ces efforts qui sont engagés pour restaurer le bijou qui n'est pas que guinéen. Le Fouta Djallon se trouve en Guinée, mais le Fouta Djallon, c'est pour toute l'Afrique. On vous remercie, Madame la ministre. Monsieur le ministre Samaké, à vous la parole. La Falémé, important affluent du fleuve Sénégal, est aujourd'hui menacée de disparition. Quelles sont les dispositions pratiques et urgentes que le Mali compte envisager dans le cadre de la coopération régionale pour sauver la Falémé? Merci beaucoup, Monsieur le PCA. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je voudrais tout d'abord féliciter l'OMVS pour l'organisation de ce panel qui est très important pour nous, car qui connaît le rôle du fleuve Sénégal comprendrait l'importance de ces panels. Et surtout les thèmes que vous avez choisis, résilience des bassins fluviaux transfrontaliers. Je rappelle que l'OMVS aujourd'hui est un modèle. Vous êtes un modèle, un outil de coopération et de gestion des eaux transfrontalières et de façon intégrée. Nous sommes fiers de présenter ce que vous faites à Bali au dernier Forum mondial de l'eau. L'OMVS a été une des attractions que nous avons pu présenter avec fierté au monde. Et je vous félicite pour cela et pour tout le travail que vous faites au bénéfice des populations du bassin du fleuve Sénégal. Alors, avant d'arriver à la Falémé, j'aimerais quand même souligner l'importance de toutes les actions qui sont nécessaires aujourd'hui
pour renforcer la résilience des communautés et des écosystèmes dans les bassins du fleuve Sénégal. Parce que quand on dit bassin, c'est un bassin de vie humaine et vie des écosystèmes. C'est tout cela qu'il faut préserver naturellement. Alors j'aimerais prendre l'exemple sur un projet que nous avons exécuté avec succès au niveau du bassin du fleuve Niger, qui pourrait en tout cas être un exemple pour le fleuve Sénégal aussi, dans les bassins du fleuve Sénégal, en l'adaptant en tout cas au contexte, bien sûr. Alors nous avons développé ce que nous avons appelé là-bas le PREFEN, les projets de résilience économique et environnementale du fleuve Niger, financé par la Banque mondiale. C'était un projet de 15 milliards de francs CFA. Et ce projet nous a permis d'obtenir beaucoup de résultats. Notamment, nous avons pu mettre en place un observatoire pour le suivi environnemental du fleuve Niger. Je pense qu'aujourd'hui, il y a lieu de penser au même modèle pour le fleuve Sénégal, mettre en place un observatoire pour le suivi, la collecte des données et qui pourrait vraiment permettre aux décideurs d'être orientés. Et nous avons développé aussi un modèle hydraulique numérique au niveau du delta du Niger. Je pense que cela est nécessaire dans ce contexte de changement climatique avec l'ensablement et toutes les conséquences, les érosions, tout ça, les conséquences des changements climatiques sur le cours d'eau et son bassin. Il y a lieu de faire ce suivi-là à travers un modèle numérique et un modèle hydraulique. Il y a aussi des mesures, bien sûr entendu, de sauvegarde environnementale à travers différents sous-projets, reboisement, protection des berges, et aménagement aussi des berges, dragage, et des projets qui renforcent la résilience des populations le long du bassin, notamment des micro-projets d'aviculture, arboriculture, pisciculture, embouche, etc. Tous ces projets qui vont permettre aux populations de dépendre moins des ressources du fleuve pour diminuer la pression sur le fleuve et le cours d'eau afin de contribuer à sa préservation, à sa protection durable. J'ai parlé des dragages qui est important et l'aménagement d'infrastructures, des transports, des quais notamment. Et je profite de cela pour prolonger sur le projet de navigation qui est un projet très structurant. Je pense qu'aujourd'hui, il y a lieu de donner vie à ce projet-là qui est un vieux rêve de navigation sur le fleuve Sénégal qui va vraiment transformer la donne économique dans les bassins du fleuve Sénégal. Et c'est un outil formidable d'intégration sous-régionale aussi. Donc c'est un projet majeur, je pense, sur lequel il va falloir que nous avançons. Il y a naturellement aussi, tout ceci devrait s'accompagner d'un renforcement des capacités des populations dans les bassins, dans différents domaines, notamment sur les aspects environnementaux, les aspects sociaux, les aspects, disons, de renforcer les capacités techniques aussi en matière d'agriculture durable, de pêche durable, d'élevage durable, etc. Donc c'est à travers ce type d'activités intégrées que nous pouvons contribuer à lutter contre les conséquences des changements climatiques, préserver l'écosystème dans les bassins du fleuve Sénégal et en même temps favoriser le développement local dans les bassins. Alors, aujourd'hui, l'un des affluents les plus importants du fleuve Sénégal, la Falémé, est confronté aujourd'hui à une menace. Et quelque part, cette menace aussi, nous pouvons dire, elle est un peu aussi la conséquence des changements climatiques. C'est l'exploitation illégale, abusive et sans aucune considération environnementale des ressources minières, non seulement dans les lits du cours d'eau, mais aussi le long du cours d'eau et surtout l'exploitation aurifère. Quelque part, la paupérisation des populations qui est accentuée par les conséquences des changements climatiques
favorise cette situation, il faut le dire. L'orpaillage, c'est une activité traditionnelle, hein, et j'aurais dit même millénaire chez nous. Elle est faite généralement, en tout cas si elle reste traditionnelle, et respecte quand même pour l'essentiel la faune et la flore. Mais aujourd'hui, nous voyons un orpaillage, il faut le dire, sauvage, et avec des acteurs venus essentiellement d'ailleurs et avec des équipements qui ne sont pas du tout appropriés, surtout à travers les dragages et massifs et sans aucune considération environnementale et surtout de façon illégale. Et ces dragages polluent nos cours d'eau, polluent les sols. Ces dragages polluent tout l'écosystème dans les bassins du fleuve Sénégal. Et non seulement ça pollue, nous avons aussi des activités de terrassement, c'est-à-dire des mouvements de terre qui font que les déblais qui sont retournés sont utilisés pour remblayer après le cours d'eau. De telle sorte qu'il y a des zones aujourd'hui, si vous allez, vous n'allez même pas reconnaître que le cours d'eau passait dans ces zones-là. Parce que le cours d'eau est dévié de son lieu naturel parce qu'on a remblayé les lits du cours d'eau à travers ces activités sauvages d'orpaillage. Donc c'est non seulement une menace pour les écosystèmes parce que les animaux sont empoisonnés, les poissons sont empoisonnés, le sol est empoisonné et c'est une menace existentielle pour les populations qui vivent dans ces zones et qui consomment ces eaux-là et qui malheureusement ingurgitent ces produits chimiques qui sont en tout cas dispersés dans toute la nature. Donc aujourd'hui, nos autorités sont engagées de façon déterminée avec la dernière énergie pour lutter contre ces pratiques-là et pour les arrêter tout simplement. Car si nous ne les arrêtons pas, c'est tout simplement le cours d'eau que nous allons perdre. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller malheureusement à cela parce que le phénomène a pris une ampleur telle qu'il faut une mobilisation générale et à tous les niveaux et de façon coordonnée entre les différents pays qui partagent ces cours d'eau-là. Et à Cali, à la COP16, j'en ai échangé avec mon collègue du Sénégal et nous avons déjà décidé de travailler ensemble, de renforcer tout ce qui était déjà en cours pour aller à un autre niveau afin de mieux coordonner les actions de part et d'autre. Il y a des actions qui ont été menées, monsieur le ministre Manafeka, au Sénégal et au Mali aussi, il y a des actions qui sont menées. Je sais qu'en Mauritanie aussi, c'est la même chose. Et ces actions sont de divers ordres dans nos pays respectifs. Maintenant, il va parce que le problème, c'est quoi? Lorsque vous les chassez du Sénégal, ils viennent au Mali ou ils vont en Mauritanie. Idem, vous les chassez de la Mauritanie, ils viennent au Mali, ils vont au Sénégal. Vous les chassez du Mali, ils vont au Sénégal ou en Mauritanie. Donc, ils jouent à ces petits jeux de cache-cache. Donc, tant que nous n'intervenons pas au même moment et de façon coordonnée, nous ne serons pas efficaces. Nous ne serons pas efficaces. Donc, aujourd'hui, l'heure est à l'action énergique, déterminée et de façon coordonnée et pour être efficace. Entre autres, comme action, nous avons décidé de convoquer une réunion, en tout cas intergouvernementale, entre les départements concernés des différents pays frontaliers pour que nous puissions statuer dans l'une des capitales. En tout cas, on va décider ensemble, on va se retrouver. Nous avons déjà pris la décision, les techniciens sont en train de travailler déjà au niveau technique pour déjà peaufiner tous les éléments qui seront à l'ordre du jour de cette rencontre-là et pour que nous puissions sortir avec des décisions fermes. Et ça, c'est déjà un acquis et nous allons dérouler cet agenda-là. Et pour aboutir à un plan d'action commun. Et au-delà de ça, il y a des dispositions déjà qui étaient prises au Mali. Il y a le nouveau code minier que nous avons rélu, les derniers codes miniers. Et ces codes miniers interdisent purement et simplement toute activité de dragage sur tous les cours d'eau au Mali. Donc aujourd'hui,
personne ne peut se prévaloir d'aucune autorisation pour faire une activité minière, quelle que soit cette activité sur un cours d'eau. Donc déjà, sur le plan juridique, nous avons les instruments pour lutter contre ces phénomènes-là et les services techniques, notamment les eaux et forêts, sont engagés pleinement dans cette lutte-là. Avant même de quitter tout de suite pour venir à la COP, j'ai une mission qui a saisi presque 50 pelles dans la zone de la Falémé, il y a moins d'une semaine de cela. 50 pelles, et qui travaillent de façon clandestine et sans aucune autorisation, hein, de façon sauvage. Quand vous arrivez sur ces sites, c'est incroyable. On ne peut pas imaginer que les gens puissent oser venir détruire la nature à une telle échelle et avec une telle envergure. Donc, les autorités sont mobilisées, et pour cette mission, nous avons mobilisé 120 éléments des forces armées de sécurité pour montrer la détermination de l'État qui a accompagné la mission. Parce que c'est des gens qui ont des moyens, ils ont beaucoup d'argent. Celui qui peut mobiliser 50 pelles, ce n'est pas n'importe qui. Donc, ils ont beaucoup d'argent, ils ont du capital. Quand ils viennent, ils achètent les populations et ils achètent les autorités locales, tout le monde dans la zone, et on les autorise à s'installer sans, peut-être souvent par méconnaissance des conséquences, mais souvent par cupidité aussi. Parce que l'argent que vous prenez, et vous allez, disons, mettre en péril l'avenir des générations futures. Et cet argent, à quoi ça va vous servir? Donc aujourd'hui, il y a un travail de lutte féroce qu'il faut faire, et aussi un travail de sensibilisation des populations que nous sommes en train de faire pour qu'elles comprennent les dangers de ces activités-là. Parce que si les populations sont avec nous, si les populations nous aident, tout de suite, on peut être plus efficace. Et si eux déjà, ils ne sont pas d'accord, ça va permettre de limiter, en tout cas, l'impact, l'envergure de la situation. Parce que quand ils s'installent souvent, c'est avec la complicité souvent d'une partie de la population. Et ceux qui ne sont pas d'accord, comme ils ont les moyens avec eux, ils se mettent ensemble et puis ils luttent contre ceux qui ne sont pas d'accord. Donc c'est comme ça. Il faut que l'État soit avec ceux qui veulent préserver l'intérêt général, ceux qui veulent préserver l'environnement. Donc ça, c'est déjà des dispositions qui sont en cours, hein, au Mali. Et nous avons la volonté politique, l'accompagnement politique au plus haut niveau. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, en tout cas, nous a instruit de lutter avec tous les moyens qu'il faut, la dernière énergie, contre ces dégradations environnementales et de façon massive. Il y a aussi la coopération transfrontalière qu'il faut développer à travers l'aménagement des zones, des biosphères au niveau de nos frontières. Ça, c'est très important. Des aires protégées au niveau de nos frontières. Ça permettra aux différents services techniques qui protègent l'environnement de travailler de façon coordonnée et en synergie pour protéger l'environnement de part et d'autre. Parce que si moi, je protège mon environnement, disons ma forêt qui est de mon côté, et la frontière, elle est artificielle chez nous. Les populations, ils ne connaissent pas les frontières. Hein? Donc, toute solution qui ne prend pas cette dimension en charge et qui ne se joue pas des frontières n'est pas une solution efficace parce qu'elle ne tient pas compte de la réalité. Donc, ce qui se fait du côté droit de la frontière doit se faire du côté gauche de la frontière, ce qui veut dire qu'il faut que ces actions de préservation de la biosphère, de la faune, de la flore, de part et d'autre, de toutes nos frontières, soient coordonnées et que nous puissions aménager des aires protégées de part et d'autre et que les services travaillent et que si moi je poursuis en tout cas des trafiquants ou en tout cas tous ceux qui dégradent l'environnement de mon côté, quand j'arrive à la frontière, il faut que mes agents puissent traverser la frontière du Sénégal par exemple pour les poursuivre. Et s'il n'y a pas cette coopération entre les pays, ça ne sera pas possible. Donc c'est pourquoi la coopération transfrontalière est très importante et l'OMVS c'est un outil formidable de cette coopération-là. Ça nous donne une opportunité pour que nous puissions aller vers cela et nous sommes vraiment engagés dans cette dynamique. Merci. Merci, Monsieur le ministre. C'est passionnant. Merci, Monsieur le ministre. Et nous saluons tous ces efforts que vous avez entrepris du côté du Mali pour freiner cet aspect anthropique qui détruit la forêt et qui détruit notre fleuve. Comme je l'ai dit pour le ministre guinéen, le fleuve Sénégal, qui prend sa source au Fouta Djallon, est un tout. Faisons en sorte qu'on le sauve. Je vous remercie, Monsieur le ministre, pour tous ces efforts et nous sommes avec vous. Monsieur le ministre Ngom, le niveau du fleuve Sénégal
ces dernières semaines à Bakel ont été les plus élevées depuis une cinquantaine d'années. Quelle a été la réaction des autorités sénégalaises face à cette situation exceptionnelle et quelle considération et quelle coordination vous envisagez avec l'OMVS à cet effet? Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je voudrais à l'entame de mon propos remercier et féliciter l'OMVS pour l'organisation de ce panel sur changement climatique, une opportunité pour renforcer la résilience des bassins fluviaux transfrontiers. Le fleuve Sénégal qui nous regroupe ici est d'une très grande importance socio-économique pour les 4 pays membres de l'OMVS. Mais au-delà de son importance économique aussi, c'est une richesse en biodiversité extraordinaire, avec des écosystèmes fluviolacustres, des forêts, des savanes, des steppes. Mais malgré toute cette richesse, nous savons tous que le bassin du fleuve Sénégal est très sensible au changement climatique. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, inondations, sécheresse. Et en plus de ces phénomènes dits naturels, il y a également les actions anthropiques, la déforestation, le déboisement. Mon collègue du Mali a parlé également de la pollution de la Falémé, qui est une problématique très grave pour le maintien de cette ressource partagée. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que le gouvernement du Sénégal, le 31 juillet passé, a pris un décret présidentiel interdisant formellement les activités minières à 500 mètres de berge du fleuve, sur la rive gauche. Mais cette problématique ne peut pas être réglée par un seul pays. Donc c'est à l'OMVS de se retrouver avec tous les pays concernés pour prendre à bras le corps cette pollution de la Falémé. Et pour revenir à votre question, cette année, il y a eu des pluies abondantes qui ont provoqué des crues de grande ampleur dans la vallée du fleuve Sénégal, de Bakel à Saint-Louis. Et on nous dit que c'est la dernière grande crue, c'était en 1974. Certains vous disent même 1961. Ça veut dire que l'ampleur était énorme cette année. Et dès que le problème est arrivé, le gouvernement du Sénégal a pris des mesures d'urgence, d'assistance aux sinistrés. Parce que à la date de fin octobre, on nous disait qu'il y avait 56 000 déplacés de Bakel à Saint-Louis. Une centaine de villages étaient concernés et beaucoup de villages ont été submergés par les eaux. C'est une catastrophe qui a eu des implications fortes et élevées sur l'agriculture. On a estimé à 9 milliards de francs CFA de récoltes qui ont été perdus par les producteurs, surtout au niveau de l'Anambé et dans la zone de Kédougou. Et dès les premières heures, je disais tout à l'heure que l'État du Sénégal a pris des mesures d'urgence en débloquant 8 milliards de francs CFA. Mais cet argent, c'était plus pour régler les problèmes ponctuels. Il y avait des déplacés, il y avait des vivres à acheter, de l'eau, des médicaments. Mais également, l'État a construit un hôpital d'urgence à Bakel uniquement pour prendre en charge les malades, les déplacés. Et au-delà de cette assistance aux populations, nous avons commencé à réfléchir parce que le système d'alerte précoce existe. On savait tous que cette année,
il y aurait énormément de pluie. Mais on ne pouvait pas imaginer peut-être l'ampleur. C'est de prendre les devants pour que les prochaines années, qu'on se prépare à ces crues. Parce que les changements climatiques ne sont pas près de s'arrêter. Malheureusement, on verra d'autres phénomènes climatiques les années à venir. Et comme je l'ai dit, nous, pays pays en développement, nous sommes les plus vulnérables. Nous ne sommes pas forcément responsables. Parce que je le disais, les 45 PMA, les pays les moins avancés, c'est 3,8% du CO2 mondial. Malheureusement, nous sommes les plus vulnérables et ces phénomènes vont continuer d'année en année. Et le gouvernement a prévu de renforcer le suivi, le monitoring, le système d'alerte précoce, en renforçant le centre de suivi écologique qui utilise les données géospatiales souvent pour le suivi des écosystèmes. L'État aussi, pour régler ce problème d'urgence, avait procédé à une réflexion, si je peux l'appeler ainsi, des digues de protection dans certaines villes et villages pour protéger les populations. Mais la question que nous nous posons, c'est comment faire pour cette menace la transformer en opportunité. Comment faire pour valoriser ce surplus d'eau? Parce que c'est un surplus d'eau qui a été à l'origine. Et cette eau peut être utilisée pour l'agriculture. La réflexion aujourd'hui, c'est comment faire pour valoriser ce surplus d'eau en faisant de l'agriculture. Comment faire aussi pour qu'après le retrait de l'eau, que les agriculteurs puissent avoir les moyens de produire pour un peu compenser les pertes. Mais pour finir, là où j'appelle l'OMVS, c'est vraiment de prendre les devants pour mettre en place des projets intergouvernementaux pour régler certains problèmes. Mon collègue du Mali l'a dit tout à l'heure, la Falémé. Il est important d'avoir un grand projet de dépollution de la Falémé, parce que la Falémé, c'est vraiment un problème. Et la zone de Kédougou, nous souffrons énormément de la pollution de cet affluent du fleuve Sénégal. Donc, un grand projet de dépollution, mon collègue l'a dit également, un observatoire pour le suivi régulier du fleuve Sénégal. Il l'a également dit, des écosystèmes transfrontiers. Nous avons des écosystèmes que nous partageons. Et si je me rappelle, j'ai été 2 fois au Mali pour travailler sur un projet de réserve de biosphère transfrontière. C'était en 2011 d'abord, avec le bureau régional de l'UNESCO, qui voulait aider les pays à créer une réserve de biosphère transfrontière entre le Sénégal, le Mali et la Guinée, qui s'appelait réserve de biosphère Bafing-Falémé. Et ce projet a été repris par l'OMVS, parce que c'est un consultant de l'OMVS à l'époque qui s'appelait Michel Nias, parce que je suis expert des réserves de biosphère, qui m'avait convié au Mali également en 2018 pour échanger sur ça, un projet de création d'une réserve de biosphère transfrontière pour vraiment protéger cette zone. Malheureusement aussi, il n'y a pas eu de suite. 2011 à 2024, c'est 13 ans. Je crois que l'OMVS peut reprendre ce projet pour essayer de voir comment créer cette réserve de biosphère qui permettra de concilier la conservation de la biodiversité avec l'utilisation des ressources, et ça permettra de maintenir les services écosystémiques qui sont offerts aux communautés locales. Je vais m'arrêter là en réitérant mes remerciements et mes félicitations à l'OMVS. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Nous sommes sensibles à tout ce que vous avez fourni comme effort quand il est arrivé ce phénomène de débordement. Donc,
Monsieur Khan, Monsieur le conseiller, la Mauritanie va bientôt commencer la production du gaz naturel. Pouvez-vous nous parler de votre vision énergétique au regard du programme des infrastructures régionales de l'OMVS pour faire face aux effets des changements climatiques? Soyez un peu bref. Merci beaucoup. J'ai l'honneur de parler après leurs excellences et c'est un avantage parce que je pourrais juste vous dire que je reprends à mon compte tout ce qu'ils ont dit et vous dire au revoir. Hein. Donc, comme je représente quand même le ministre, je vais dire quelques mots. Et je suis content de cette question parce que je vois mes collègues en face qui sont de la direction des hydrocarbures qui attendent certainement ce que je vais dire sur la production de gaz, mais je n'en parlerai pas. Je voudrais vous dire que le titre même de cette session est évocateur parce qu'on parle de résilience des bassins fluviaux transfrontaliers. C'est trois mots extrêmement importants, ou en tout cas trois expressions. Résilience, bien sûr, parce que c'est la capacité à réagir à ce qui arrive dans nos régions, et nous l'avons encore vu cette année, même si nous ne sommes pas les seules régions du monde qui sommes concernées. Mais c'est surtout le volet prévention de la résilience qui est important pour nous, comme ça a été rappelé. En particulier, la mise en place des systèmes d'alerte qui sont aujourd'hui un aspect sur lequel les différents pays ou les différentes régions du monde travaillent beaucoup. Nous avons parlé de bassins fluviaux. Comme vous savez, on parle de plus en plus de l'or bleu, tant il est évident pour tout le monde que l'avenir de l'humanité se jouera plutôt autour de l'eau que des autres ressources, il est évident. Et nous avons parlé de transfrontalier, ce qui veut dire que c'est un mot qui se rapporte à l'intégration. Et à cet égard, l'OMVS est une organisation exemplaire, en tout cas reconnue comme telle. Et bien sûr, je remercie l'OMVS de l'organisation de cette session, mais je le ferai très vite parce que vous nous avez habitués à de l'excellence, aussi bien au niveau central qu'au niveau des coordinations nationales et que les coordonnateurs en soient remerciés. Quand on parle de résilience, d'adaptation, d'atténuation, nous allons directement vers l'adaptation à travers le développement et la mise en place d'actions de transition énergétique qu'on appelle juste et équitable. Et c'est peut-être juste pour ça que je parlerai de cette parenthèse du gaz. Il est important pour nos pays de développer et de mutualiser nos ressources, et toutes nos ressources, qu'elles soient pétrolières, gazières, et bien sûr les ressources en énergie renouvelable qui sont probablement parmi les meilleures au monde. Et de capitaliser, de valoriser l'action de l'OMVS, qui est, comme j'ai dit, un organisme de bassin qui est aujourd'hui exemplaire. Pour le cas particulier de la Mauritanie et des actions qui ont été mises en œuvre pour faire face aux difficultés que nous avons eues, je dirais très rapidement déjà que la Mauritanie aujourd'hui bénéficie en termes d'énergie de 25% à peu près du productible de l'OMVS. Si on rapporte ça à la capacité installée, ça voudrait dire c'est comme si aujourd'hui près de 22 ou 23% des capacités de l'OMVS, donc les barrages, étaient installés en Mauritanie même, alors que nous n'en avons pas et nous n'avons pas les sites pour ça. Donc c'est vous dire l'importance que cette action qui a été prise il y a maintenant plusieurs décennies a et continue d'avoir pour nos pays. Parce que cela permet non seulement de couvrir nos besoins, mais aujourd'hui cela nous permet d'être dans une dynamique qui est une dynamique mondiale et pour laquelle nous pouvons être parmi les leaders, c'est-à-dire de développer des mix énergétiques
qui sont les plus équilibrés, pas seulement notre bien et ceux de nos populations, mais pour le bien de toute la planète. Et je pense que ça mérite d'être souligné, ça mérite d'être souligné à nos partenaires, qu'ils soient bilatéraux ou multilatéraux, et ça nous met en situation d'être demandeurs des réparations légitimes que nous pouvons attendre des organismes ou des pays qui ont participé plus que nous à la dégradation de notre planète. Alors ça rend aussi possible de nouveaux projets qui pourraient bénéficier à nos pays. Nous avons aujourd'hui le PM qui est le projet d'interconnexion électrique Mali-Mauritanie, qui a bénéficié d'une bonne partie de ses ressources grâce au fait qu'il a été inscrit comme projet régional. Ce qui fait que ça nous a rendu plus facile, probablement, l'obtention des financements à des taux qui sont intéressants, parce que ça, c'est un autre point sur lequel nos pays doivent travailler. L'argent coûte beaucoup plus cher aujourd'hui chez nous que partout ailleurs, des fois jusqu'à 10 fois plus. Et ça, c'est des problèmes que nous devons voir en face. Je ne vais pas être plus long. Je dirais juste qu'aujourd'hui, nos pays légitimement attendent de l'OMVS un certain nombre en tout cas, beaucoup d'espoir repose sur cette organisation régionale. Nous espérons évidemment que les ouvrages de génération prochaine, donc 3e, même 4e génération, seront rapidement construits. Pas seulement Koukutamba, mais aussi tous les autres ouvrages qui pourraient être faits. Nous avons initié au sein de l'OMVS le développement de capacités renouvelables comme le solaire. Nous pensons que c'est une excellente idée et qu'il faut la poursuivre, et nous exhortons l'organisation à aller en tout cas dans cette direction, et les pays sont disposés à les aider. Et nous pensons que le volet aussi navigation, aussi bien pour l'impact sur le développement très important qu'il a, mais également pour l'intégration et le désenclavement, sont des projets qui méritent l'attention de tous nos pays et qui devraient mobiliser certainement beaucoup plus d'énergie et de ressources. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie. Merci beaucoup et surtout merci d'avoir été bref. Très bien. Monsieur le secrétaire exécutif, enfin, vous dirigez un fonds des Nations Unies chargé, entre autres, d'aider les pays en développement à booster leur économie, en complétant des sources existantes d'aide en capital aux moyens de subsistance et des prêts. Que pourriez-vous faire pour appuyer des organismes de bassin transfrontaliers dans leur quête de résilience face au changement climatique? Bon après-midi à tous. Chère Excellence, avec votre permission, je parler en anglais. Thank you very much. My French is not enough to get going here. I want to speak to you about the UN Capital Development Fund, but I want to talk to you about why. I think this is important, particularly in transboundary context, because at the end of the day, we know that to achieve scale of impact, we need lots of resources. These resources are not going to come only from public sources. We have to find ways to crowd in private investment done correctly. The last bit is important because we are talking about ensuring investment goes towards SDG compliant outcomes, not just for the sake of financial returns, especially in fragile ecosystems which have a lot to offer. Now, the problem with private
capital is I'm afraid that many of us, especially in these conversations, don't look at the world in the way that private sector looks at the world. And I want to explain a little bit about this. This is a slide I put together in order to explain the problem. What you see on the left, in green to red, is the categories of risk that private sector views investments from. So if it's a AAA rated investment in green, the likelihood of default, of you losing your money, is less than 0.05%. So if you are a AAA rated bank, this is the basis on which you operate. This is what you are regulated to operate. And we need these banks to operate at this level because it's that level of certainty that allows these institutions to borrow from capital markets at very low rates. On the bottom, in red, is C category investments. These are highly speculative. So this is how private investors look at the world. Is it a risky investment or not? Now, when you juxtapose against that the sovereign risk rating of countries, you can see a problem. The sovereign risk ratings of many least developed countries simply do not align with how investors look at things. So this is a reason why you do not find capital going to where it's needed most. This is not a new problem. This is a very old problem that goes back to the beginning of the time when the world thought of addressing this issue in a meaningful way. The Bretton Woods institutions came up as a result of this. Now, in 1960, a conversation started about some countries that will be left out of capital markets because they would not have the conditions that would be appropriate for capital to flow into them. That was the reason UN Capital Development Fund was created, to be able to absorb risks that others cannot. Now, the issue with this current situation is that this is how the world looks today. You have many LDCs, and every single country in the West African River Basin falls into this category. The risk profile simply is not right. So what do? You try to blend resources. You take grant resources and you blend it in order to make sure that the investments are much more likely to be attracted into these sorts of conditions. The problem there is that it matters where the blending happens. If the blending is on a regulated balance sheet of a bank, the balance sheet is regulated. It means the amount of risk that can be absorbed does not necessarily allow these banks to get to the level of risk that is actually prevalent. Which is why some of these institutions have off-balance sheet facilities to tackle this problem precisely. Now, the UN Capital Development Fund is not a bank. It's a UN platform. You created it as member states. It is entirely grant-based, but that grant is used as a guarantee in many of these countries. Which is why, at the end of the day, if we are trying to attract investment into transboundary solutions, we have to find ways of combining these capabilities with the traditional banking system that exists in many of your countries. So I wanted to make this point because I think everyone else has talked about what the needs are, but we also have to tackle the issue of how do you attract private capital into these sorts of ecosystems, and you cannot do this until you tackle this problem. Thank you.
Merci beaucoup. Je crois que nous allons inviter M. Choi à faire une synthèse et puis à clôturer ce panel. Merci bien, monsieur le modérateur. Je pense que ça ne va pas être long. Enfin, je ne voudrais pas retenir davantage les excellences qui sont là. Juste, encore une fois, vous remercier pour votre présence et remercier aussi les participants. Je pense que ça a été une session très, très intéressante et il y a un key takeaway that we can get with us. So climate change is a big threat, but it also offers opportunities because countries that are facing the same challenge can bring together their effort to respond in a coordinated manner to this very important challenge. So thank you again for your contribution, and we are looking forward to continue to collaborate with you, particularly with our sister organization from the UN to see how best we can support your effort to deliver flourishing life to your citizens while ensuring a healthy planet. So I would like to invite you now to provide a round of applause to our panelists. Thank you. Okay, ladies and gentlemen, may I request you to please take your seats. I request you to please take your seats so that we can start our next session. Please take your seats. Okay. I think we should give them 5 minutes. Otherwise they will disappear. Please take your seat, and then we will pass to the next session. Please take your seat. Take your seat, please.
They have old tour? I'm holding it, I'm free with talking. Okay. Just Like this. do not touch the mic. Okay, may I request you to please take your seats? Okay. So we'll be starting our next session of UN Climate Change Global Innovation Hub. This session particularly will focus on the cities and the needs and priorities of cities to address the challenge of climate change. I would like to invite Mr. Masamba Thioe, who is the project executive of UN Climate Change Global Innovation Hub, to make the welcoming remarks for this session. So Masamba, you have the floor. Please have your seat, and again, good afternoon to